Le 19 décembre 1985, à Nantes, un procès banal s'est transformé en cauchemar. Un braqueur, un vrai, a décidé qu'il ne retournerait plus jamais en prison. Et pour ça, il était prêt à tout. Madame, Monsieur, bonsoir. À Nantes, une quinzaine de personnes sont encore sous la menace de 3 hommes fortement armés. Cette prise d'otage très spectaculaire s'est déroulée ce matin en pleine audience de la cour d'assises de Nantes, où l'on jugeait 3 hommes et une femme accusés de plusieurs hold-up. Un complice... Pendant plus de 34 heures, magistrats, jurés, étudiants sont devenus des otages enfermés dans une salle d'audience. C'est l'histoire d'un homme persuadé qu'il pouvait réécrire sa vie comme un film. C'est l'histoire d'une ville, d'un pays qui va suivre minute par minute une prise d'otage totalement hors norme. Nous sommes le 18 décembre 1985, à Nantes. Le palais de justice est froid, gris, un peu poussiéreux. Dans la vieille cour d'assises, ça sent le bois ciré, les dossiers empilés, et cette ambiance particulière des procès longs et monotones. À la barre, un homme qui parle fort, trop fort pour un prévenu. Cheveux rejetés en arrière, regard sombre, insolent. C'est Georges Courtois, 38 ans, ancien plombier devenu braqueur et avec plusieurs années de prison à son actif. Dans un énième monologue, il dit à la cour « Messieurs, vous ne me condamnerez pas une nouvelle fois. La prison, c'est terminé pour moi. » Tout le monde pense à une provocation, un numéro, de la mise en scène, mais personne ne s'imagine que le lendemain, la justice française sera attaquée. Jeudi 19 décembre 1985, le procès reprend. Sur les bancs, Georges Courtois et Patrick Thiollet, 24 ans, braqueur. Face à eux, le président Dominique Bellache. Ses assesseurs, le procureur, le substitut. Dans la salle, une greffière, 5 policiers, des jurés tirés au sort et une quinzaine d'étudiants en droit venus assister au débat. 10h45. C'est l'heure du réquisitoire de l'avocat général, quand soudain, une petite porte latérale s'ouvre, un homme entre, silence total. Dans la main droite, une grenade, dans la main gauche, un revolver. C'est Abdelkarim Kalki, déjà condamné pour braquage. Il vient de désarmer un policier dans le couloir en lui collant sa grenade sous le nez. En quelques secondes, la scène devient irréelle. Les 5 policiers posent leurs armes, les magistrats restent figés, les jurés n'osent plus respirer et le public comprend qu'un tournant vient de se produire. La justice vient de se faire braquer, littéralement. À 11h du matin, une équipe d'FR3 arrive à la demande du preneur d'otages. Les images tournées sont historiques. Courtois se lève, il n'est plus le prévenu dans son box, il devient le meneur. Il sort un Magnum 357, allume un cigare et marche comme s'il était dans un film. Il montre son arme. Cette opération est une opération ponctuelle, ainsi que je l'ai dit au procureur. Il sait ce que c'est une opération ponctuelle, il m'a accusé d'en avoir mené plusieurs. Elle a donc une entrée en matière, un développement, une conclusion. Cette affaire sera menée au bout, que les autorités le veuillent ou non. Courtois s'approche d'une jurée et lui demande: Quel effet ça vous fait d'être venu pour juger quelqu'un et finalement de vous retrouver en position d'être jugé à votre tour? Qu'est-ce que ça vous fait? Très impressionnant. Madame? Très impressionnant. Non, mais enfin, ce que je veux dire, ce que je voudrais savoir, c'est le rapport que vous faites entre ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on vient tranquillement condamner les gens et puis on s'aperçoit que ça se passe pas comme ça. Patrick Thiollet exhibe son arme. Il la tapotera sur la tête du procureur de la République. Vous comprenez bien ça. Et nous partirons à partir du moment où on nous laissera partir. Mais attention, la sortie, ça va être chaud, hein. Je pense d'ailleurs que nous jetterons une petite grenade dans la salle des pas perdus, histoire de... La prise d'otage est bel et bien lancée. À midi,
La nouvelle se propage à l'extérieur de la cour d'assises. Radio locale, policiers qui convergent, rue bloquée. Nantes retient son souffle. Le préfet déclenche une cellule de crise. On appelle alors une toute nouvelle unité créée quelques semaines plus tôt, presque inconnue du grand public, le RAID. Recherche, assistance, intervention, dissuasion. Le RAID est une unité d'élite créée en octobre 85, quelques semaines avant cette prise d'otage. À sa tête, deux légendes de la police. Robert Broussard, le policier qui a battu Mérine, et Ange Mancini, stratège, calme et respecté. Pour eux, c'est un baptême du feu. Dans la salle, Courtois continue de parler, de provoquer, de jouer avec les nerfs de tout le monde. À la minute même que j'aurais fixée pour l'expiration de l'ultimatum, si cette exigence n'a pas été formulée, un individu sera exécuté ici. Par conséquent, il est inutile de penser que cette affaire-là va se terminer par une reddition pure et simple. C'est hors de question. À 13h, il tire un coup de feu en l'air. Une étudiante de 21 ans fait un malaise. Courtois la laisse sortir. Un sens tordu de la mise en scène. La nuit tombe sur le palais de justice. Les heures passent. Tous les étudiants ont été libérés. Il reste à l'intérieur les jurés et les magistrats. Et à l'extérieur, les hommes du RAID et du GIPN se positionnent dans la galerie des pas perdus, tapis dans l'ombre. À 20h30, Courtois exige un bus pour sortir avec les otages comme bouclier. Je voudrais que la police mette le car à notre disposition, qu'on puisse sortir, c'est tout, parce que c'est uniquement la police qui nous retient ici. C'est tout. C'est la police qui sera responsable si vous arrive quelque chose, que vous en soyez témoin. Si vous arrive quelque chose, comme ça pas vivant, que ce soit le capitaine Broussard ou je ne sais trop quoi qui est responsable de ça. Qu'est-ce qu'ils font parlementer pour ne rien ordonner? De toute façon, moi j'ai confiance en ces hommes. Jusqu'à présent, ils ont tenu leur parole. Et notre seule chance de salut, c'est de partir avec les otages sont épuisés, les négociations tournent en rond. Kalki s'énerve et la tension monte. C'est une grenade découpillée que par conséquent, il n'y a aucune... Je lâche et puis c'est tout. Alors écoutez, cette affaire est assez durée et ma patience, moi personnelle, je ne parle pas de mes deux collègues, mais ma patience personnelle a des limites, croyez-moi. Et je vous jure que j'attends encore un peu et je ne prendrai la décision de personne ici. Je vais me flinguer et je vais jeter cette grenade. J'ai encore une autre ici, là. Je vais les découpiller tous. Regardez, ils sont là à côté de moi. Je préfère quand même ne pas partir tout seul, ne pas mourir tout seul. Au moins 4 personnes, ça me fait du bien. D'accord? Bon, ça a assez traîné, ça suffit. Parce que ma patience personnelle a des limites. C'est tout ce que j'ai à dire, messieurs. La nuit continue. 2 otages malades seront libérés. Je viens à l'instant de rendre la liberté à un homme qui était malade et dont le fils m'a fait passer un message pour me le faire connaître. Il sera procédé également à la libération d'une dame ici présente, d'un certain âge et qui est également malade et qui pourra donc rejoindre ses foyers sans problème. La salle, elle, ne dormira pas. Vendredi 20 décembre, 5h du matin. Le bus demandé par Courtois est devant le palais. Les preneurs d'otages sortent, armes et grenades en main, entourant les otages. Ils avancent quelques mètres dans le hall et s'arrêtent. Ils sentent une présence, des ombres, des fusils. Ils comprennent qu'un assaut est possible. Panique. Ils retournent dans la salle. Et dans cette confusion, ils oublient la greffière, qui, elle, est restée derrière eux dans le hall. Un otage de moins. À midi, Courtois exige la venue d'un journaliste de Radio France contre la libération d'otages. Et c'est Joël Bitoun, correspondant local, qui entre dans la salle. Il enregistre la déclaration de Courtois, qui menace. Nous ne sommes pas des pantins ni des fumistes, nous sommes des gens de parole. Nous n'avons aucun point commun avec les forces de police. Par conséquent, nous affronterons, je le redis ici, les forces de l'ordre sans reculer quand le moment sera venu, c'est-à-dire environ 45 à 60 minutes
après notre départ d'ici et après la libération totale de tous les gens que nous avons retenus. Que cela réjouisse M. Broussard et ses tueurs patentés. Courtois libère les 9 jurés restants. Ne reste plus que les magistrats. Je vais appeler M. Broussard et lui faire connaître que les otages vont être libres de quitter cette salle. À 14h30, Courtois apparaît sur le perron du tribunal. Il tire un coup de feu en direction des médias et pulvérise l'objectif d'une caméra de la télévision américaine CBS. Devant le palais, les journalistes pris pour cible se jettent au sol. La tension est irréelle. Courtois comprend que ce n'est pas le moment d'une sortie. Il re-rentre dans le palais de justice avec le président Bellache. À 15h15, les portes s'ouvrent. Tout le monde comprend que cette fois-ci, c'est la vraie sortie. Les preneurs d'otages descendent les marches menottées aux magistrats. La sortie est filmée par les caméras présentes à l'extérieur et on y voit les preneurs d'otages accompagnés d'Ange Mancini, chef du raid. Ils montent dans un Renault Espace beige, suivi d'un autre espace où se trouvent Broussard et les hommes du raid. Le convoi part en direction de l'aérodrome de Château-Bougon. L'aéroport se trouve à 13 km du palais de justice. Sur place, l'aéroport est totalement évacué. La piste est vidée, les vols sont annulés. Les hommes du raid se positionnent sur les toits, sur la piste. L'aéroport est quadrillé. Courtois demande un avion, un Mystère 20. Il parle de partir au Liban, au Maroc. Mais peu importe, personne ne bougera. À 18h, les négociations avancent. 2 otages sont libérés. Et à 20h30, épuisés, conscients qu'il n'y aura ni avion, ni fuite, les 3 hommes déposent les armes. Je vous annonce que nous considérons cette affaire comme un demi-échec, c'est-à-dire comme un demi-succès. Après 34 heures, la prise d'otage du palais de justice de Nantes se termine. Pas de fusillade, pas de mort. Le raid a réussi sa première grande opération. Raccord psychologique, il faut savoir parlementer, négocier, ne pas brusquer les événements, de savoir dédramatiser, obtenir progressivement que l'on relâche des otages. Quand tout est terminé, il est presque 21h. Les armes sont au sol, les otages sont vivants, et la France vient de vivre un des épisodes les plus surréalistes de son histoire judiciaire. Les images tournées ce jour-là, les magistrats menottés, les coups de feu, les caméras brisées, tout ça restera gravé dans la mémoire collective française. De l'ultimatum